En 1964, à la fin de mon baccalauréat en sciences politiques, j'avais l'intention d'aller passer une année en France, au centre, à l'IRFED, Institut de recherche et de formation en vue du développement harmonisé, fondé par le père Lebray, ça vous dit quelque chose. C'est des gens qui avaient une pratique de recherche-action sur le terrain, ce qui est un aspect qui m'intéressait. Bon, je suis parti pour aller là. Donc, il fallait d'abord, d'une part, que je me finance. J'ai obtenu une toute petite bourse, je pense 2000 $, mais j'avais quand même, grâce à mes talents ou à mes activités de marin et de musicien, quand même amassé un petit pécule, mais j'avais quand même aussi une femme et un enfant. Donc, ça exigeait un certain nombre d'aménagements. De partir d'un ménagement financier. Mais j'ai fini par partir en 65 et pendant l'été précédent, j'ai cherché un emploi pour un appoint. Et on m'a offert comme emploi, par le biais de la faculté, il y avait 2 postes possibles. Un qui était à la bibliothèque du Parlement, dans le sous-sol, à classer des choses, et l'autre qui était un emploi d'assistant de recherche au Centre de recherche en sociologie religieuse pour mener une enquête dans l'Aude-Binière. Ça prenait une voiture, je n'avais pas ni permis, je ne savais même pas conduire. Mais finalement, j'ai choisi l'Aude-Binière parce que le grand air m'inspirait davantage que la poussière parlementaire. Voilà. On parlait de hasard de l'histoire. C'est le début de ma carrière en sociologie de la religion. Choisir le grand air. Ça m'a impliqué que j'achète une voiture, que j'apprenne à conduire en une semaine grâce à mes 2 beaux-frères qui m'ont traîné dans la ville et qui m'ont, pendant toute la semaine, ça, passé mon permis de chauffeur et non pas de conducteur, parce qu'il y avait 2 catégories, ce qui m'aurait permis de conduire un autobus. La semaine suivante, et pris la voiture pour aller faire des entrevues pendant tout l'été dans l'Aude-Binière. Passionnant. Travail que j'ai trouvé passionnant, de rencontrer les gens sur le terrain, de leur faire parler de leur vie, de leurs difficultés, dans un milieu rural, avec tout un chapelet, enfin pas un vrai chapelet, mais quelques petites villes, déjà, comme, pas Saint-Louis, mais l'autre à côté, là, je m'excuse, les noms m'échappent. Mais enfin, vous connaissez, soit le long du fleuve ou dans l'arrière-pays, Saint-Agapit, par exemple, certains nœuds, à une époque, dont on est en 1964, à une époque où se commençaient à structurer les idées de régionalisation et tout. Bon, il faut dire que ce centre de recherche en sociologie religieuse, qui avait été fondé quelques années auparavant, dans les années 50, comme appui à la pastorale de l'Église, très nettement, en faisant des enquêtes de terrain pour permettre à la pastorale de mieux s'axer sur les problématiques sociales et culturelles et humaines qui se présentaient sur le terrain. C'était un peu notre mission de faire l'enquête. Enquête qui était tout à fait classique, qui commençait par un survol, je dirais, géographique du terrain, un parcours de tout ce qui existait comme rue et comme sentier et comme passage dans ce milieu, et rencontre bien sûr des prêtres, du clergé, et aussi de tous les personnages un peu significatifs du milieu, que ce soit les personnages des municipalités, les personnages des syndicats agricoles notamment, ou parfois des enseignants, enfin tout ce qui pouvait être représentant et qui avait quelque chose à dire sur le milieu. On a parcouru pendant l'été comme ça avec Robert Ayotte, j'étais l'assistant d'un sociologue déjà attitré, et on a parcouru comme ça en voiture, faisant quelque chose comme 2 ou 3, parfois 4 entrevues par jour, et passant la journée du lendemain à colliger les notes ou à enregistrer, bon, et autrement dit, produire un dossier un peu significatif de tout ça. Pour moi, ça a été vraiment une expérience, que je disais tantôt, enthousiasmante. J'ai adoré ce travail de terrain. Et j'en ai rêvé pendant plusieurs années, parce que plus tard, devenu professeur attitré à donner des cours, c'est les étudiants qui avaient accès au terrain, c'était plus moi. Et je les enviais.
Bon, j'ai été amené à faire, avec le centre de recherche, par la suite, un certain nombre de recherches. Mais restons-en à cette première expérience, Lotbinière. Milieu rural, bien conservé. Sur le plan religieux, c'était une pratique à peu près unanime. Les curés nous disaient « Oh, il y en a bien un ou deux là, d'anciens militaires, généralement, qui sont des marginaux, qui vivent en bordure, là, qui sont peu intégrés à la société. Sinon, bon, c'est des milieux bien conservés, mais déjà avec des signes d'effritement, notamment avec le départ des garçons qui cherchaient des emplois ailleurs, ce qui amenait souvent les curés à des choix aberrants, c'est favorisé par l'implantation d'industries textiles où les filles étaient sous-payées et maltraitées, mais en se disant, si les filles restent dans la paroisse, les garçons vont avoir moins tendance à partir. C'est une sorte de jugement, quoi, qui peut se tenir, qu'on comprend dans cette mentalité traditionnelle qu'il pouvait avoir encore. Bref, qui cherchait à conserver un milieu. Évidemment, la demande de tous ces gens-là, c'était un peu, on sent des signes d'effritement, dites-nous comment colmater les brèches. C'est une demande qu'on faisait aux sociologues, auxquels les sociologues, bien sûr, auraient été bien incapables, même s'ils en avaient eu l'intention, étaient bien incapables de répondre. C'était pas leur job. On essayait de leur dire, mais ça, c'est difficile à comprendre. Ce qui fait que, bien sûr, les rapports plus ou moins savants qui ont été produits, et que j'en ai produit quelques-uns par la suite. Lotbinière, c'est pour moi qui l'ai produit, mais c'est celui avec qui je travaillais, Robert Ayotte. Mais ensuite, j'ai fait l'Amiante. Plus tard, j'ai fait Lévis. J'ai fait d'autres régions comme ça, certains quartiers de la ville de Québec aussi, sur plusieurs années. Parce qu'il y avait tout un plan de survey, je m'excuse du mot anglais, il y avait tout un plan de survol, ce serait plus juste, du diocèse de Québec, qui est immense, comme vous savez, qui est un diocèse à la fois avec un centre urbain, mais aussi un milieu rural très étendu, et un ensemble de polarités de petites villes, de chapelets de petites villes, le long de la Chaudière, par exemple, ou dans Port-Neuf. Et donc avec une structure un peu particulière et très intéressante. Lotbinière était milieu rural typique de ce point de vue-là, mais un milieu moins brisé, je dirais, non, plus riche que celui de Charlevoix, par exemple, parce que l'agriculture, c'est de la terre d'alluvion, dans Lotbinière, du moins tant qu'on n'atteint pas les confins des Appalaches. C'est de la bonne terre, c'est de la terre à jardinage, beaucoup de maraîchers. Donc, il y a une agriculture prospère, près de la ville en plus, avec des débouchés. Ce qui m'a fait prendre conscience de l'importance du rapport au sol, du rapport à la nature, à l'environnement physique, dans la structuration sociale. Parce qu'au fond, l'organisation sociale suit, bien sûr, ou doit répondre à une certaine forme de rapport avec l'environnement. Et l'environnement matériel d'abord. Et c'est ce qui se vivait à Lotbinière à l'époque. Il y avait début de régionalisation, donc ce qui causait déjà des problèmes et des discussions âpres sur le plan de l'éducation, par exemple. Hein. Les autobus scolaires commençaient à devenir ce spectre qui deviendront par la suite dans les années suivantes, dans les milieux ruraux, parce qu'on prenait les enfants, on les embarquait dans un autobus pour 1 heure le matin et 1 heure le soir, entre l'école et la maison, et on ne savait pas ce qui se passait dans ces autobus. Ouais, évidemment, il se passait, ça chamaillait, ça criait, ça s'énervait, probablement. Du moins, c'est ce qu'en disent les chauffeurs. Mais et des problèmes d'intégration à la modernité, mais qui supposait une désintégration à un autre niveau, désintégration de la communauté. Les communautés locales se sentaient désappropriées de leurs responsabilités éducatives. Et quand je parle de communautés locales, c'est bien sûr les familles, mais c'est aussi les paroisses, c'est aussi et déjà, donc, ce type de problème se posait. Il va se poser avec davantage d'acuité dans les années suivantes, dans les années 70 notamment, ou la fin des années 60, mais déjà en 64, ça devenait évident. Donc, une forme de fracture sociale liée à la modernité, ce qui implique une réflexion sur la modernité.
Bon, alors là, évidemment, la formation de sociologue devient importante. Vous tentez d'expliquer ça dans des termes que les gens pourraient comprendre. Ce qui veut dire des termes qui ne sont pas nécessairement des termes académiques ou savants, ou être capacité de traduire, ce qu'on pourrait appeler vulgariser, de traduire les termes savants en des formules compréhensibles sans trop dénaturer ce que veut dire le terme savant. Ah oui, donc déjà problème épistémologique qui va se poser. On pose des pièces. À travers ces recherches assez élémentaires, n'est-ce pas, sur la description du terrain, la description de l'organisation sociale, la description des problèmes sociaux qui peuvent se poser. Or, dans l'Aude-Binière, à l'époque, il y avait déjà des fractures sociales apparentes. Le long de ce qui est devenu la 20, qui était à l'époque encore la route 9, qui n'était pas une autoroute, mais qui était la base de la construction est en train de se mettre sur place. Donc, on sentait déjà quelque chose qui viendrait. Certains disaient, ça va être l'enrichissement, d'autres disaient, non, ça va être le départ. Le départ des forces vives, parce que la route, la ville, au lieu d'être à 1 heure, elle va être à 20 minutes. Okay? Mais un certain nombre de petits villages au cœur du comté, non pas au bord du fleuve, ni le long de la rivière du Rivage ou de d'autres rivières, là où on n'est plus en présence des terres d'alluvion, était très problématique sur le plan de l'agriculture, donc des zones de pauvreté. Une zone de pauvreté qui, en gros, s'étendait de ce qui est aujourd'hui Val-Alain jusqu'aux confins du comté d'Arthabasca, je ne sais plus si ça porte encore ce nom-là, et de la route qui mène à Sainte-Philomène de Fortierville, la petite Aurore Enfant-Martyr, et tout ça. Enfin, avec un tas de symptômes de désintégration sociale. Hein? Petite Aurore Enfant-Martyr, c'est un peu ce symptôme d'une vie communautaire qui ne trouve plus ses assises. Et ce qui va se traduire, un peu comme dans les isolats de la Côte-Nord que décrivait Marc Adélard-Tremblay, par de la désintégration sociale, par des problèmes de pathologie sociale, qui vont de la prostitution jusqu'à l'inceste, jusqu'à toutes sortes de choses dont les gens ne parlaient pas. Il fallait des entrevues confidentielles avec les travailleurs sociaux pour en avoir des échos. Tu sais. Ben oui. Donc, des pathologies sociales relativement peu exploitées. Il y avait une collègue de l'époque, Évelyne Dumas, que vous avez peut-être entendu le nom, qui était devenue journaliste à la presse entre-temps, qui était une collègue qui, je pense, a fait anthropologie dans les années 60, sinon sociologie, en tout cas, avait fait une série d'articles dans la presse à Montréal sur ces villages, et ça avait été un scandale épouvantable. Hein. Évelyne, je pense, a été persona non grata pendant un certain nombre d'années dans ces milieux-là. Alors, simplement parce qu'elle fait des photos des habitations détériorées, enfin, zone de pauvreté, un tiers-monde au cœur du Québec. Bon, réalité, bien, quand on passe sur la 20, moi, quand je passe sur la 20, j'en vois encore les traces. Cette zone a été peuplée dans les années de crise économique, dans les années 20, par des chômeurs qu'on faisait venir de Montréal et qu'on installait sur des bouts de terre en leur disant, si vous défrichez, je trouve quoi, 1 kilomètre, vous avez le droit de construire votre maison. Or, ces terres, dans ce qui était la seigneurie jolie de l'Aude-Binière, des terres à bois, quand on bûchait, quand on enlevait les arbres, on trouvait un sol sablonneux, avec une petite couche de terreau. Et le vent apportait tout ça. C'est dans ces conditions-là qu'a faite la colonisation. Sans compter tous les problèmes de magouilles politiques, etc., de drainage qui s'arrêtaient là où le député, où on ne votait pas pour le bon député, etc. Ça avait été fait sous l'ère duplessiste quand même, oui, avant. Un Québec, donc, problématique, paradoxalement. Ce n'est pas le cas, évidemment, des vieilles paroisses du bord de l'eau, maraîchères et relativement prospères, avec
et une beauté aussi de l'environnement. Et ce n'est pas non plus le cas des paroisses ou des villages vraiment de l'arrière-pays, c'est-à-dire du Piémont et du début des Appalaches, qui vont s'adapter à d'autres formes, petit à petit à d'autres formes d'agriculture. En 1964, ce n'était pas encore le cas, mais petit à petit, ils vont trouver des formes de développement plus adéquates par rapport à leur milieu. Et aujourd'hui, généralement, c'est des villages coquets qui fonctionnent bien, où il y a un peu d'industrie. Je pense à Saint-Jacques-de-Lez, par exemple, ou des coins comme ça, qui faisaient partie de ma zone à l'époque, de notre zone. Bon. Ou des villages comme Lister, dont une magnifique monographie a été faite par un étudiant de l'Université de Montréal il y a quelques années. Il y a une structure sociale là, donc, qui s'élabore en osmose, en relation très étroite avec l'environnement physique. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une leçon de choses, j'oserais dire, que la structure sociale et les questions de sens qui vont s'y poser plus tard ne viennent pas du hasard, sont enracinées quelque part. Et les déraciner ne se fait pas sans coût, les déraciner ne se fait pas non plus sans conséquences, parce que les mettre à jour, c'est souvent montrer l'obscène, ce qui est hors scène, hein? Et c'est difficilement acceptable. Donc, il y a toute une stratégie à la fois de recherche et de communication dans laquelle, paradoxalement, l'année d'études que je vais faire à l'IRFED en 65 va m'être utile parce que ces gens pratiquent ce qu'ils appellent la recherche-action dans des pays en développement, ou des pays de colonisation, où la France est présente comme colonisatrice encore à l'époque, avec toutes les ambiguïtés que ça peut amener, que j'ai fini par percevoir et qui m'ont un peu éloigné de ce milieu-là. J'ai cessé d'y croire. J'étais un croyant dans le développement à cette époque-là, mais quand je suis revenu de mon année à l'IRFED, j'étais moins croyant, et par la suite, lisant Paulo Freire, lisant un tas de gens qu'on ne devrait pas lire, bien évidemment, je suis venu totalement incroyant dans ce domaine-là, pour passer à d'autres choses. Mais, quoi qu'il en soit, contrairement à bien des sociologues de la religion qui sont passés à la sociologie du développement, moi je suis passé du développement à la religion. Chemin inverse. À l'époque. Bon, reste là, il y a là quelque chose de formateur. Et quand je suis revenu en 65, ben là, je revenais sans le sou, parce que j'avais dépensé tout ce que j'avais pu économiser. Il me restait 5 $ exactement. J'avais une femme et des enfants. J'ai vécu chez mes beaux-parents pendant un mois. Et puis, j'ai rejoint un emploi, bien sûr. Et je suis retourné comme un bon petit élève. Je suis retourné voir le directeur du Centre de recherche sociologie religieuse, qui s'appelait l'abbé Doyon, qui était toujours un abbé à l'époque, qui est décédé l'été dernier, d'ailleurs, à 94 ans, je crois, qui est un personnage très spécial, une force de la nature en même temps. Voir s'il n'y avait pas un poste. Il me dit oui, il y aura un poste. Il dit, ils sont intéressés. Je dis oui. Il me dit, on te connaît, on te prendrait volontiers. Serais-tu prêt à commencer la semaine prochaine? Ben, je dis, d'accord, la semaine prochaine. Ouais. Alors, c'est comme ça que je suis devenu sociologue de la religion. Pour gagner ma vie. Ce qui est quand même pas honteux. Hein? Alors, j'aurais pu être musicien, j'aurais pu être militaire, j'aurais pu être marin, j'aurais pu être un certain nombre de choses. Je suis devenu sociologue de la religion par la force des choses. Comme je disais avec un collègue, Jacques Racine, pour ne pas le nommer, en me laissant porter par l'autre. C'est une belle formule, un peu pédante, mais que j'aime bien. En me laissant porter par l'autre. L'altérité. Hein? Et ce qui revient, c'est un peu ce que j'essayais de dire à propos des moines. Hein? Il est parfois tout aussi... Enfin, je ne dis pas que c'est avantageux, que c'est mieux de se laisser porter par l'autre que de faire ses propres choix. Je dis simplement qu'il peut être tout aussi rentable, si vous me permettez une expression très capitaliste, il peut être tout aussi rentable de se laisser porter par le désir de l'autre que de
miser sur son propre désir, qui se donne des objets qui peuvent très souvent être des objets fantasmagoriques également, qui sont toujours des objets fantasmagoriques de toute façon. Alors, fantasmagorie pour fantasmagorie, moi, on peut vivre avec. L'idée, c'est de vivre avec. Hein? Ça va m'amener plus tard à travailler sur la notion de survivre. Hein? Ben oui. Et de tout ce rapport à la limite, ce rapport à la mort, tous ces rapports qui m'ont fasciné, qui m'ont toujours fasciné, et sur lesquels j'ai un petit peu travaillé, parce que, comme pour le reste, c'est du butinage très souvent. Hein? Bon, mais quoi qu'il en soit, avec du butinage, on peut faire du miel. Et bon, c'est pas à moi de juger de la qualité du miel, c'est à ceux à qui il arrive d'en manger. Certains me disent qu'il est goûteux. D'autres sont indifférents. Bon, c'est pas mon problème. C'est un problème qui appartient à d'autres si je suis cohérent avec moi-même. Voilà l'idée de la carrière en sociologie de la religion. J'y ai pris goût et dès que j'ai été intégré à cette équipe, on m'a laissé beaucoup de liberté. J'ai pris la relève d'une recherche sur l'amiante qui était déjà en cours, qui a donné un rapport qui s'appelle l'Église de l'amiante. Et pour vous dire jusqu'où va le symbolique, quand j'ai eu des problèmes pulmonaires l'an dernier, quand on m'a investigué la plèvre, oui c'est ça, avec sa production intempestive de liquide inflammatoire, le chirurgien m'a dit que j'avais une intoxication à l'amiante. Ok, je réponds, mais j'ai jamais été en contact significatif avec l'amiante. Sur les bateaux, quand tu es matelot, tu n'es pas dans l'amiante, tu es au grand air. Tu es sur le pont. Puis c'est pas en faisant de la musique à ma connaissance. Donc le seul contact que j'aurais avec l'amiante, ce serait à l'Université Laval. Ce qui est très plausible. Mais là, il me regarde avec des grands yeux en disant « Ouais, mais vous savez, ça peut dater de 30-40 ans. » Je sais que c'est de 30-40 ans normalement, mais c'est ça mon histoire. Mon seul contact avec l'amiante, c'est de faire un rapport sur l'église de l'amiante, sur la région de l'amiante. Mais il y avait plein d'amiantose là-dedans. J'ai connu des ouvriers victimes de l'amiantose. J'ai interviewé à l'époque les chefs syndicaux et tous des gens qui ont fait les grèves de l'amiante des années 49, qui étaient de vieux syndiqués. J'ai pu voir un peu ce qui en était de cette question de l'amiante dans la société québécoise, ou plus globalement de la mainmise sur les richesses naturelles par des corporations étrangères qui se foutaient royalement de la santé et de tout le reste, comme c'est toujours le cas, de toute façon, même quand les corporations ne sont pas étrangères. C'est une question de structure sociale encore. Bon, mais quoi qu'il en soit, bon, j'ai travaillé sur l'amiante, ensuite j'ai travaillé sur la région de Lévis, ce qui est un autre milieu tout à fait, puisque là on touche au périurbain. Lévis, c'est une ville banlieue qui commençait à devenir grande, qui est aujourd'hui une ville importante, qui s'est regroupée pour toute la rive sud, mais à l'époque c'était un chapelet de petites municipalités ou une municipalité moyenne, avec un arrière-pays rural qui commence tout juste à Pintendre et qui s'étendait jusqu'à Saint-Isidore ou des places comme ça. Donc, très mixte. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai moins d'expérience signifiante que celle de Lotbinière, par exemple, avec cette découverte de la structure sociale. Mais les questions de structure sociale vont s'y répéter, évidemment, d'une façon assez régulière un peu partout, mais quoique avec des variantes liées au type de population, liées aux polarités industrielles. Alors, Lévis, évidemment, c'est très polarisé, avec différents types de population ouvrière, mais aussi une population bourgeoise, parce qu'il y a toujours eu à Lévis des grands commerces, des commerces de gros, qui alimentaient l'arrière-pays, donc avec des familles commerçantes prospères, qui représentaient, je dirais pas une grande bourgeoisie. Bien sûr, à l'échelle du Lévisien normal, ouvrier, c'était une grande bourgeoisie, mais en réalité, c'est une moyenne bourgeoisie, petite moyenne bourgeoisie, mais assez distanciée des autres pour se démarquer fortement.
notamment dans l'éducation des enfants, dans les comportements des enfants, et donc forme de violence dans les rapports sociaux liée à ces discriminations plus ou moins larvées, jamais identifiées, parce qu'évidemment, le grand bourgeois, on l'estime, on voudrait le copier, on voudrait être semblable à lui. Hein. Et ça se reproduit aujourd'hui dans la mondialisation. Mon intérêt pour la mondialisation vient de là. Quand on nous dit, comme l'a dit le rapport un rapport récent, en janvier, je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire, quand 1% de la population mondiale contrôle plus de 50% de la richesse, ben ce 1% est le modèle que tout le monde voudrait atteindre. Hein? Ce sont les wealthy people, comme disent les Américains, mais notre moyenne grande bourgeoisie locale voudrait copier leur comportement, et la petite moyenne bourgeoisie voudrait copier les comportements de la moyenne grande bourgeoisie, et le plébéien à la base, le piéton, hein? Le piéton, oui, voudrait copier les sous-officiers. Hein? C'est structure militaire, structure hiérarchique, structure de toutes les hiérarchies sociales, mais qui structure les rapports sociaux et, je dirais, canalise en même temps qu'elle nourrissent la violence des rapports sociaux.